Bonjour à tous, vous m'excuserez parce que je suis un petit peu malade. Ravi de vous retrouver ce matin tous ici où nous recevons Bruno Le Maire. Merci Monsieur le Ministre d'avoir accepté notre invitation pour nous parler ce matin d'économie et de croissance. Alors avant de vous laisser la parole, quand même, deux petites questions ou deux petits sujets qui, a beaucoup agité cette maison il y a quelques semaines, quelques mois, en fin d'année. Je veux parler du GNR, gasoil non routier pour les non-initiés. Nous avons failli déstabiliser une partie de nos petites entreprises, même si aujourd'hui il est supprimé. Ça a été un épisode douloureux où je dois dire que vous avez joué le jeu et vous nous avez aidé à trouver des solutions dans un contexte difficile et je vous en remercie. Donc ma question est la suivante, pouvons-nous dormir tranquille? La deuxième question sera sur la LOM, sur la loi d'organisation des mobilités. Vous savez qu'il y a maintenant un an, nous avons remis un rapport avec le Conseil d'orientation des infrastructures. Nous avons fait des scénarios. Votre administration nous a fait 18 scénarios depuis. Bref, aujourd'hui, nous avons la loi qui n'est toujours pas votée et surtout financée. Le président de la République avait une grande ambition sur cette loi. Là aussi, pouvons-nous imaginer que nous continuerons à porter cette ambition et surtout qu'elle sera financée, puisqu'on sait qu'entre les 200 millions qu'il nous manquait pour arriver à un scénario que nous considérions normal et les 10 milliards d'euros qui sont partis il y a quelques semaines pour calmer la rue, espérons que 10 milliards ou 10 milliards 5 ne seront pas une difficulté pour financer cette loi. Là aussi, j'espère que vous pourrez nous répondre. Voilà, je ne serai pas plus long et je vous laisse aux mains de Philippe Mabille avant peut-être Jean-Christophe Tortora. Merci à tous et bonne matinée. Monsieur le ministre, cher Bruno Le Maire, mesdames et messieurs les entrepreneurs, je serai rapide. Deux messages. Le premier pour les entrepreneurs de cette fédération. L'année dernière, aux États-Unis, les démocrates se sont souvent mobilisés pour dire à Trump qu'il valait mieux construire des ponts que bâtir des murs. Alors, ce que je peux vous souhaiter en France en 2019, que vous puissiez plutôt construire des routes, construire des ponts, que construire des ronds-points, parce que, vous le savez, mais le problème des ronds-points, c'est qu'on peut tourner longtemps en rond. Monsieur le ministre, j'ai pas pour habitude de remercier ici les politiques, mais je veux le faire peut-être pour la première fois, parce que le combat que vous menez sur le sujet des GAFA est un sujet très important pour une question de cohésion nationale, et je pense que pour diriger un journal économique, il ne peut pas y avoir deux ligues dans l'économie mondiale. Une ligue dans laquelle sont beaucoup ici les groupes présents et les PME, et puis une ligue pour les entreprises internationales, les groupes multinationaux du numérique. Le combat que vous menez, je le salue parce que on a reçu ici beaucoup de politiques qui disaient que finalement c'était un combat perdu, finalement ce combat face au GAFA. Vous l'avez mené courageusement et je pense qu'il faut souligner cette bonne nouvelle d'il y a 48 heures où on voit un mouvement de près de 140 entreprises de l'OCDE suivre certainement ce combat que vous avez mené, celui de la France. Donc pour 2019, plus de justice, liberté, égalité, fraternité, bon débat. Je vous remercie. Bien, bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Vous partagez avec quelques présidents de la République quelques points communs. Comme Jacques Chirac, vous avez été ministre de l'Agriculture. Comme Giscard d'Estaing, comme Nicolas Sarkozy qui a été dans ce fauteuil, comme Emmanuel Macron qui a aussi été dans ce fauteuil. Vous êtes aujourd'hui ministre de l'économie. Et puis vous avez été un candidat à la présidentielle. Donc vous n'êtes pas n'importe quel ministre de l'économie, puisque se présenter au suffrage des Français, même si la fois précédente ça n'a pas marché, ça vous donne peut-être un regard peut-être plus global
Et donc c'est en cela qu'on est ravi de vous recevoir ce matin, parce qu'on va parler des questions, bien sûr, qui concernent en particulier les travaux publics, mais on va aussi parler des questions de l'époque et qui concernent tout le monde, et on le sait bien, dans un moment compliqué. Alors, peut-être pour commencer, moi j'aimerais vous demander, puisqu'on a eu les chiffres de la croissance française, le ralentissement est sensible par rapport à l'année 2017, 2,3 en 2017, 1,5 l'an dernier. En même temps, j'aime bien l'expression, quand je me compare, je me rassure, on n'est pas les seuls. Donc on pourrait faire le lien avec la crise sociale, mais pas que. On n'est pas les seuls à connaître un ralentissement. Vous étiez à Davos, où je vous ai vu. C'est un message, voilà, il y a un ralentissement mondial aujourd'hui et il concerne tout le monde. La France va présider le G7 cette année. Et vous avez insisté sur la question d'un équilibre, d'un meilleur équilibre du capitalisme. Donc peut-être pour commencer à répondre à la fois, pour ne pas être que sur la conjoncture, mais répondre sur la croissance, quelle est un peu votre vision? Vous maintenez vos prévisions pour l'instant pour 2019 à 1,7, mais l'inquiétude, et je pense chez tous les entrepreneurs qui sont effectivement présents, l'inquiétude est là. Est-ce qu'on ne risque pas, est-ce que le monde, et la France donc du coup serait entraînée dedans, ce qui aggraverait probablement la difficulté sociale que nous connaissons, est-ce que le monde n'est pas en train de peut-être basculer de nouveau dans un risque de récession, et en le prenant peut-être avec plus de hauteur que simplement les chiffres à court terme, quelle est votre vision et les moyens de la combattre? Merci Philippe Mabille, merci à la Fédération des travaux publics de m'accueillir ce matin. C'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver. On va se parler d'ailleurs très, très librement pour que ce soit utile. Je veux vous dire d'abord pourquoi je suis heureux d'être ici. Pas simplement parce que j'ai de l'amitié pour votre président, chacun le sait, pour chacun d'entre vous, mais surtout parce que dans ces temps de crise, la France a besoin de bâtisseurs. Et la seule façon de sortir de la crise que nous connaissons, c'est de nous remettre à travailler, et de bâtir à nouveau, et d'avoir des bâtisseurs. Des gens qui ont des projets dans lesquels les Français puissent se projeter. Et des projets qui soient très concrets. Quand on construit un navire, quand on construit un pont, quand on construit une ligne de chemin de fer, quand on construit une route, quand on aménage un quartier, c'est des centaines, des milliers, des millions de Français, de nos compatriotes, qui se projettent dans ces projets. Et je crois profondément que la seule sortie de la crise actuelle, c'est de bâtir à nouveau, au niveau national comme au niveau européen. Je suis en discussion avec nos partenaires allemands pour bâtir une filière de l'énergie électrique, de la batterie électrique pour les voitures, parce que je pense que les gens ont besoin de ces projets très concrets. Ils ont besoin de savoir où on va. Parce que sinon, effectivement, quand on tourne en rond, à un moment donné, on se lasse, on s'inquiète. C'est les inquiétudes qui prennent le dessus. Et la responsabilité des politiques, la responsabilité des entrepreneurs que vous êtes, c'est de proposer des projets aux Français qu'ils puissent redevenir eux-mêmes participants à ces projets et que nous ayons une France de bâtisseurs. Et les travaux publics sont fondamentalement la France des bâtisseurs. C'est pour ça que je tenais à être parmi vous ce matin. Je réponds du coup immédiatement aux questions du président. Alors je sais que dans ces temps où 10 milliards d'euros ont été dépensés pour soutenir le travail, et je pense que c'était juste de le faire, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant, après tout, tu n'es plus à 100 ou 200 millions d'euros près. Si, je suis toujours à 100 ou 200 millions d'euros près. Je pense que ce serait inquiétant que le ministre des Finances ne soit pas à 100 ou 200 millions d'euros près, parce que le rétablissement des comptes publics est une nécessité absolue si on va avoir une croissance qui soit solide et durable. Mais il va de soi, cher Bruno, que nous allons avancer sur les engagements qui ont été pris et ils seront tenus. Et s'agissant du GNR, je m'en voudrais de vous empêcher de dormir sur vos deux oreilles. J'ai toujours considéré qu'il fallait bien dormir la nuit pour être efficace dans la journée. Donc il n'est pas question de revenir sur la décision qui a été prise. On a discuté souvent ensemble. Il faut que nous regardions ensemble comment est-ce que l'on sort des énergies fossiles, mais qu'on vous propose, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut que nous fassions un effort, nous les responsables politiques, des solutions alternatives. Il faut qu'il y ait des engins de chantier qui puissent marcher à l'électrique. Et il faut que vous puissiez les payer. Il faut peut-être qu'on fasse du suramortissement sur quelques années, sur des engins de chantier électriques qui vous permettent de basculer dans l'électrique. Ce que je sais en tout cas, c'est que la situation actuelle, elle est mauvaise.
Elle est mauvaise pour vous, parce que vous dépendez d'un prix du pétrole que je ne fixe pas et que personne ne fixe en France. Il est fixé à Washington, à Vienne au moment des réunions de l'OCDE ou à Riyad, mais il n'est pas fixé en France. Et il n'est pas fixé en Europe. Donc, nous abandonnons notre souveraineté au cours du pétrole. Ça, je crois que c'est une erreur stratégique majeure. La deuxième raison, c'est que c'est une niche fiscale. Et que ces niches fiscales, j'en suis persuadé, ne sont pas bonnes pour notre économie. Derrière chaque niche fiscale, il y a une raison et un motif solide. Mais à force de raisons et de motifs solides, on a multiplié les niches fiscales et ça n'est pas efficace. Donc on ne fera rien sans vous. C'est un engagement que je prends. Rien sans que la solution soit acceptée par vous, pour qu'elle soit supportable par les entrepreneurs et par les bâtisseurs que vous êtes. Mais je pense que c'est notre intérêt collectif, État comme entrepreneur, de trouver des solutions de long terme pour être indépendant des énergies fossiles et avoir des engins qui fonctionnent avec une énergie que nous maîtrisons et qui soit au coût le plus réduit possible. Sur la question que Philippe Mabille vient de me poser, il y a un ralentissement mondial, vous le savez tous, et je ne fais qu'enfoncer les portes ouvertes. Simplement, ce que je constate, c'est que dans ce ralentissement mondial, qui est aussi un ralentissement de la zone euro, la France tire son épingle du jeu. Elle tire son épingle du jeu. Nous avons eu 0,3 de croissance au 4e trimestre. C'est un bon résultat quand on voit la manière dont s'est déroulé ce 4e trimestre. C'est la preuve que les décisions que nous avons prises avec le président de la République donnent des résultats et que c'était une bonne idée d'alléger la fiscalité sur le capital, une bonne idée de soutenir l'investissement, une bonne idée de réduire les coûts, une bonne idée de simplifier le marché du travail comme ça a été fait, et qu'il faut garder cette ligne de conduite. J'en suis profondément convaincu. Et on peut garder une ligne de conduite sur l'économie tout en écoutant davantage le besoin de justice dont vous avez parlé, Philippe Mabille, qui est très important. Et plus nous savons que la croissance peut ralentir, plus nous devons au contraire nous donner toutes les chances de la soutenir. Toutes les chances, ça veut dire continuer à transformer notre économie. Regardez le volume de travail global en France, qui est un sujet, parce qu'il n'y a pas assez de Français qui travaillent, tout simplement parce que le chômage est trop élevé, que l'entrée dans la vie active est tardive en France et que du coup nous avons un volume global de travail qui est plus faible que celui de nos partenaires. Donc nous créons moins de richesses et au bout du compte ça fait moins de prospérité pour les Français. Et nous devons aussi, c'est un autre aspect pour continuer à nourrir cette croissance, être capable de rassembler davantage nos forces européennes. Nous sommes en Europe beaucoup trop divisés. Et nous devons être capables de rassembler nos forces pour investir, pour innover, pour avoir des champions industriels qui soient en mesure de tenir tête aux États-Unis comme à la Chine. C'est pour moi les grands défis qui sont devant nous. Oui, la croissance ralentit partout. Raison de plus pour poursuivre notre transformation de l'économie française pour qu'elle crée plus de prospérité pour tous les Français. Et raison de plus pour rassembler nos forces européennes. Parce que si nous nous livrons une compétition mortelle entre Européens, alors que nous avons d'un côté un marché américain gigantesque et innovant, et de l'autre un marché chinois conquérant, et qui a 1,3 milliard de personnes comme clients potentiels derrière, je peux vous garantir qu'on s'en sortira pas bien. Merci Monsieur le Ministre, vous avez brossé large. On va peut-être resserrer un petit peu le champ avec quelques questions en rebondissant sur ce que vous avez dit. Alors d'abord, sur la taxe carbone. Donc elle est, on l'a vu suite aux événements, supprimée. Mais elle n'est pas supprimée seulement pour l'année 2019, vous l'avez dit, elle est supprimée, que cela concerne le GNR, c'est pour rassurer Bruno Cavagné, comme pour tous ceux qui se plaignaient de la hausse des taxes sur l'essence, jusqu'à 2022. Or, c'est-à-dire, ça me conduit à simplement, j'essaye de faire quelques additions. Vous avez parlé des 10 milliards, mais en fait, c'est pas 10, c'est 14, puisque c'était 3,9 pour l'essence. Et puis, si on compte votre programmation de finances publiques, vous avez quand même un petit problème. Allô, Houston, on a un problème, c'est que vous avez 15 milliards, je crois, à peu près, ou si je me trompe, vous me corrigez, 15 milliards de recettes prévisionnelles qui étaient dans la programmation, qui ne sont plus là. Et puis, il y a le grand débat. Et les Gilets jaunes qui sont tous les samedis présents. Une incertitude, bon, pour l'instant, le prix de l'essence baisse, le prix du pétrole baisse, donc ça vous... Mais voilà, comment, entre ces additions
et le risque de la soustraction, si je puis le dire. Comment est-ce que vous allez faire pour tenir les équilibres que vous avez promis? La crédibilité de la France est quand même, ça faisait partie de la stratégie. On a entendu certains Allemands, pas tous, mais certains sont bienveillants, mais certains ont dit attention quand même. Et dans la position où vous êtes, on imagine qu'elle n'est pas facile, mais comment on refait les comptes? Alors, comme nous sommes dans un moment de grand débat, je ne vais pas apporter des solutions définitives. Il faut laisser le débat se poursuivre. Les solutions, elles seront apportées par le président de la République à la fin du grand débat. En revanche, je pense que le grand débat, il a une utilité. C'est d'abord d'écouter les Français, mais aussi de mettre un certain nombre de faits sur la table et de sortir de cette immense confusion des esprits que je vois monter avec inquiétude en France. On n'aura pas de bonne solution au grand débat si chacun raconte absolument n'importe quoi sur les comptes publics, sur les impôts, sur la fiscalité. Je crois que c'est un moment où il faut remettre de la raison et éviter la confusion des esprits. Une des forces de la France, c'est la raison. Et je suis attaché à cette puissance de la raison qui est un trait de la culture française. Le premier fait que je veux indiquer, c'est que nous avons rétabli les comptes publics depuis 2 ans. Nous sommes passés sous la barre des 3%. Nous sommes sortis de la procédure pour déficit public excessif. Nous avons inversé la courbe de la dépense publique. Et c'est l'OFCE qui le dit, qu'en général n'est pas spécialement tendre avec le gouvernement. Pour la première fois depuis 10 ans, le niveau des prélèvements obligatoires en France, c'est-à-dire le niveau des impôts sur les ménages français, baisse. C'est la première fois. Parce qu'il y a la taxe d'habitation qui commence à diminuer, parce qu'il y a la suppression des cotisations assurance maladie, assurance chômage. Pour la première fois depuis 10 ans, les impôts des Français baissent. C'est une bonne nouvelle. Et quand on regarde aussi ce qui s'est passé depuis 10 ans, et notamment depuis la crise de 2008, il faut que chacun ait quand même bien les chiffres en tête. La dépense publique a augmenté de 5 points, et elle atteint effectivement des niveaux qui sont totalement excessifs à mes yeux par rapport à ce qu'on crée comme richesse. Quand on dépense trop d'argent par rapport à ce qu'on crée comme richesse, c'est comme dans un ménage, ça ne peut pas tourner rond. Les impôts ont augmenté de 3 points sur 10 ans, ça c'est la réalité. Et la dette publique, elle était à 64% de notre richesse nationale en 2007. Aujourd'hui, elle tangente les 100%. Elle a augmenté en 10 ans de plus de 30 points. Donc inverser cette tendance et donner une nouvelle direction au paquebot France, ça prend forcément un peu de temps. Ça, c'est la première chose que je veux souligner. La deuxième, c'est que nous avons pris des engagements. 5 points de dette publique en moins, 3 points de dépenses publiques en moins, 1 point d'impôt en moins, pour moi, ils ne sont pas négociables. Et je pense qu'un des traits du président de la République, c'est qu'il tient ses engagements de campagne. Et comme ministre de l'économie et des finances, moi j'ai pris un engagement vis-à-vis des Français, c'est de tenir ce cap de 5, 3 et 1, 5 points de dette en moins, 3 points de dépenses en moins, 1 point d'impôt en moins. On peut considérer que ce n'est pas suffisant, que ça ne va pas assez vite, mais au moins savoir où nous allons, c'est très important pour les Français. Et très important pour les entrepreneurs que vous êtes. Il doit y avoir un pilote dans l'avion et dans la maison économie, la maison finance, savoir exactement comment ça va être tenu. Ces chiffres-là sont faits pour tenir nos engagements. Ma question, c'était que, compte tenu de ce que j'essayais d'expliquer, vous avez peut-être un problème pour tenir justement là, maintenant c'est le troisième point. Cette situation. On a un débat sur les impôts. Je vois beaucoup de propositions de baisse d'impôts. Ça ne me surprend pas. Et après tout, je comprends que les Français veuillent avoir moins d'impôts. Moi, je suis là pour rappeler que si on veut moins d'impôts, il faut moins de dépenses. Et je voudrais aussi qu'on me fasse des propositions de réduction de la dépense publique. Que les Français me disent, nous, on veut bien dépenser notre argent pour ça. Par exemple, les hôpitaux, ça ne nous dérange pas. Mais dépenser de l'argent pour ça, ça ne nous va pas. Et je voudrais aussi que chacun ait des grandes masses en tête, parce que, étant élu depuis des années et des années, vous avez rappelé mon parcours politique, je vois bien quand je me déplace, qu'est-ce qu'ils me disent, les Français que je rencontre. Et je ferai ce soir, d'ailleurs, un débat en Ile-de-France pour échanger et écouter les Français. En général, on me dit « Oh, c'est très bien, il faut réduire la dépense publique, il y a trop de députés, il y a trop de sénateurs et les ministres sont trop bien payés. » Bon, peut-être. Moi, j'ai proposé depuis longtemps la réduction du nombre de députés, la réduction du nombre de sénateurs. Je ne suis pas sûr que ça suffise pour trouver les 15 milliards nécessaires. Donc il va falloir chercher ailleurs. Donc je vais dire à chacun, creusez-vous un peu la tête parce qu'il faut trouver d'autres dépenses à réduire. Mais si on trouve des dépenses à réduire, moi je suis tout à fait prêt à baisser les impôts et à les baisser plus vite.
Oui, donc, mais l'équation, c'est que pour baisser les impôts, il vous faut aussi trouver ces fameux 15 milliards qui, de toute façon, Je non. donne juste un exemple, Philippe, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe en 2019. Après, on verra 2020, 2021. Mais pour la seule année 2019, il y a effectivement 10 milliards de dépenses supplémentaires. Moi, je pense qu'elles sont justes et cohérentes parce qu'elles vont en priorité à ceux qui travaillent. Prime d'activité, c'est pour que ceux qui sont au travail, à la fin du mois, ils aient un meilleur salaire. Moi, j'ai toujours considéré que le travail devait être payé et qu'une société fonctionne bien quand celui qui travaille sait qu'il va s'en sortir et qu'il sera bien payé. Mais nous avons compensé à hauteur de 5 milliards. Il y a 1,5 milliard d'économies que nous sommes en train de définir avec Gérald Darmanin et avec les parlementaires et qui seront dans le projet de loi de finances rectificative d'ici quelques mois. Il y a, en deuxième lieu, le report de la baisse de l'IS pour les entreprises qui ont le niveau de chiffre d'affaires le plus élevé, plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, même si la trajectoire, je tiens à le dire, parce que je lis la presse attentivement, certains disent... Les 25% ne sont pas remis en cause. Les 25% ne sont pas remis en cause et ils ne seront jamais remis en cause. En 2022, toutes les entreprises françaises auront un niveau d'impôt chez les sociétés de 25%. C'est bien que vous le précisiez parce qu'il y a du débat. Important. Vous avez raison, j'ai entendu qu'il y avait débat. Eh bien, pour le ministre de l'Économie et des Finances, il n'y a pas débat parce que c'est l'engagement du président de la République et que c'est un engagement fondamental pour l'attractivité de notre territoire et le succès de nos entreprises. Et une fois encore, ce qui fait la force d'une fiscalité, c'est sa clarté et c'est sa constance. Si vous commencez à remettre la clarté et la constance d'une fiscalité en cause en disant « Ah, je vous avais dit 25%, mais finalement, ça pourra être autre chose », ça ne marche pas. Le but doit être clair, c'est 25% d'impôt sur les sociétés en 2022. Et puis, la troisième recette que nous avons trouvée, ça a été dit par le président de la tribune, et c'est très important, c'est la taxe sur le numérique. Et je dis juste un mot là-dessus, parce que je pense que les Français peuvent être fiers de ce qui s'est passé. Quand il y a 18 mois, je me suis emparé de ce sujet en disant « Attendez, c'est quand même stupéfiant. On taxe ce qui crée le moins de valeur et on ne taxe pas ce qui crée le plus de valeur. » L'industrie manufacturière, qui a du mal à faire des marges importantes. Les travaux publics, vous ne faites pas des marges stupéfiantes. Vous êtes taxé 14 points de plus que les géants du numérique, qui, eux, créent des valeurs qui sont de plus en plus importantes grâce à vos données. Je peux vous dire que quand j'ai lancé le combat, je me suis senti bien seul. Mais au bout de 18 mois, quand j'appelle le secrétaire américain au Trésor, il y a 4 jours, Steven Mnuchin, qui est un très bon partenaire par ailleurs, et que je lui dis « Bon, Steven, je suis désolé, ça avance pas suffisamment au niveau européen. Nous allons, avec le président de la République, déposer une loi dans quelques semaines, je voulais t'avertir, qui va taxer les géants du numérique. Tous les géants du numérique, ça ne cible pas spécialement les compagnies américaines, mais il se trouve qu'il y a plus de compagnies américaines, donc c'est pour ça que je l'ai alerté, parce que nous voulons aller de l'avant et qu'on ne peut plus continuer avec cette injustice fiscale. C'est plus possible. Comme par hasard, 5 jours plus tard, on apprend qu'il y a une accélération des travaux à l'OCDE. C'est bien la preuve que lorsque la France prend le leadership, et on a besoin de leadership, et dit qu'il faut une nouvelle fiscalité internationale au XXIe siècle sur les données, parce qu'on ne pourra pas financer les biens publics et les services publics sur la fiscalité du XXe siècle, ça crée le mouvement et que les choses s'accélèrent. Et je l'ai toujours dit, si demain il y a une taxation des géants du numérique à l'échelle de l'OCDE, il n'y aura plus besoin de taxation nationale. Donc la petite loi que vous allez présenter fin février va de toute façon être adoptée. Bien sûr. Mais est-ce qu'il faut vraiment croire à ces promesses de l'OCDE et quand est-ce que effectivement les géants numériques paieraient les impôts et en tout cas les optimisations fiscales qui sont... En fait, c'est un peu plus compliqué que leur faire payer les impôts. C'est de réduire les possibilités pour eux d'optimiser la fiscalité et d'échapper à l'impôt. Ce que toute cette histoire montre, c'est qu'en matière de relations internationales, il n'y a aucune place pour les bons sentiments. Il n'y a de place que pour les rapports de force. Donc soit vous vous mettez en position de dire moi j'ai ma taxe nationale, et ne sous-estimez pas notre force. Nous sommes une grande nation. Et l'Europe, je le rappelle, parce que parfois elle n'arrive pas à prendre conscience. L'Allemagne ne vous suivez pas quand même. L'Europe est le premier marché de consommateurs au monde. Pas en nombre d'habitants, mais en richesse globale. Donc quand on dit il ne faut pas faire attention, il ne faut pas menacer les Américains, il pourrait y avoir des rétorsions, mais ayons conscience de ce que nous sommes. Ayons la fierté de ce que nous sommes comme Européens. Nous sommes le premier marché de consommation au monde. Donc quand le premier marché de consommation au monde dit écoutez, Amazon
Google, Apple sont les bienvenus dans nos pays. Ils peuvent s'installer, peuvent créer des emplois, sont de magnifiques entreprises, mais ils payent leurs impôts comme les autres. Mais ils ne peuvent pas se passer des consommateurs européens. Arrêtons de penser que nous sommes rien, que nous ne pesons pas, que notre avenir est derrière nous. Ce n'est pas vrai. Nous avons du poids, nous avons de la puissance. Encore faut-il avoir le courage de l'exercer. C'est ce que nous faisons avec la taxation des gens du numérique. Alors, tant qu'on est sur ce sujet de la fiscalité internationale, donc la France, et vous allez présider le G7 Finance, vous avez parlé à Davos de la taxe sur les GAFA, mais vous avez également évoqué un impôt minimum mondial sur les sociétés. Vous n'avez pas fixé le taux, je ne sais pas si vous pourriez l'obtenir à 25%, c'est peut-être un peu beaucoup demandé, mais au-delà du taux, quelle serait la méthode pour obtenir un accord mondial pour une imposition minimum des bénéfices? Et effectivement, vous avez évoqué le problème des inégalités et de la tension, la remise en cause du capitalisme par la montée des populismes. Mais ça, c'est vrai que s'il n'y a pas à un moment donné cette justice fiscale et l'impôt payé par tous, y compris les entreprises, ça ne va pas fonctionner longtemps. Alors nous sommes plusieurs aujourd'hui à dire que la montée des inégalités menace le capitalisme. Et que si nous voulons que le capitalisme continue à apporter de la prospérité, il doit changer de direction. Et ce sera le thème fondamental du G7 que nous avons choisi avec le président de la République, la lutte contre les inégalités. Parce que les inégalités, elles sont inefficaces économiquement et injustes moralement. On peut très bien accepter qu'il y ait des différences de salaire entre le chef d'entreprise et le salarié, c'est normal, ça ne me pose absolument aucune difficulté. En revanche, que ces écarts aillent grandissant, que ces écarts soient de 1 à 300, 400, 500, parfois de 1 à 1000 dans certaines entreprises, personne ne peut l'accepter. Et ça ruine la cohésion de l'entreprise, ça ruine la cohésion de la société. Que les salaires d'un chef d'entreprise augmentent de 15%, quand il a demandé à ses salariés le gel de leur salaire, c'est pas acceptable. C'est tout cela qu'il faut arriver à rétablir si nous voulons garantir l'unité de nos nations et l'unité de nos sociétés. Sur l'impôt minimal, ce sera effectivement l'objectif premier du G7 Finance. Pourquoi? Là aussi parce que nos compatriotes qui payent rubis sur l'ongle leurs impôts, je rappelle que nous avons les rentrées fiscales parmi les meilleures au monde. Nous avons une administration fiscale qui est efficace, certains s'en plaignent. Moi, même avec la retenue à la source, il paraît que ça va être encore mieux. Exactement. Là, ça va être très compliqué d'échapper à l'impôt, mais je considère que c'est une force, que je peux vous dire, pour voyager beaucoup, que les nations dans lesquelles la fiscalité n'est pas solide et que l'impôt ne rentre pas sont des nations qui sont faibles, qui sont affaiblies profondément. Vous avez des grandes multinationales qui ont trouvé toutes sortes de montages fiscaux pour échapper à l'impôt. Mais nos compatriotes qui payent rubis sur l'ongle leurs impôts ne peuvent pas accepter que des grandes multinationales délocalisent leur siège dans un paradis fiscal pour rapatrier les bénéfices dans ce paradis fiscal et échapper à l'imposition. Donc le principe, c'est un impôt sur les sociétés minimal, faisant l'accord de tous les pays du G7, parce que nous partageons tous, y compris nos amis américains, la même impression et le même diagnostic sur la nécessité d'avoir cet impôt minimal. Ensuite, le débat, il sera effectivement sur le niveau du taux. Ça nous promet de longues nuits de discussion. Alors, ce qui peut vous promettre, et peut-être promettre à certains PDG de longues nuits d'angoisse, c'est, vous avez également dit, il y a donc l'affaire Renault-Nissan, Carlos Ghosn, et vous avez dit sur les présidents notamment du CAC 40, mais je pense que vous visiez plus large, dont les groupes sont domiciliés en France, ils doivent payer leurs impôts en France. C'est vrai que l'affaire Ghosn, dans la période actuelle, fait quand même débat. Après, là aussi, la question, c'est comment vous allez faire, puisque là, c'est un sujet de convention fiscale. Donc, et je me mets bien à votre place, le principe, que tout le monde trouverait tout à fait normal, et la réalité, comment vous allez faire? Est-ce que vous allez faire comme la taxe GAFA, vous allez imposer une retenue à la source, finalement, sur ces rémunération, et comment vous assurer que ce soit fait dans un cadre légal, sachant que la fiscalité internationale, vous venez d'en parler, que ce soit pour l'impôt sur les sociétés, mais c'est également vrai pour ceux qui cherchent à y échapper pour les personnes, est un sujet qui est évidemment complexe. Alors il y avait deux voies pour parvenir à cet objectif. Il y avait la voie détournée et la voie rapide. Nous avons choisi la voie rapide.
La voie détournée serait consistée à renégocier une à une les conventions bilatérales fiscales entre la France et tous les États où sont installés un certain nombre de patrons des plus grandes entreprises françaises. Ça nous a paru beaucoup trop long, ça n'aurait pas donné d'effet avant 2, 3 ou 4 ans. Et nous mesurons l'impatience des Français. Moi, c'est ce qui m'a amené à dire on va faire la taxe GAFA au niveau national. Si on arrive à un accord européen en mars, tant mieux. Mais si on veut avoir un vrai levier, il faut qu'il y ait des décisions rapides au niveau national. Là, c'est la même logique. Nos compatriotes ont besoin de décisions. Ils sont tous devenus Saint Thomas. Ils veulent voir. Et tant qu'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Même chose pour les impôts que doivent payer en France les chefs d'entreprise français. Les conventions bilatérales, c'est trop long. Nous avons donc pris une autre voie plus rapide, un texte législatif qui sera, je pense, déposé dans les prochaines semaines ou au plus tard les prochains mois. Il faut qu'on trouve le calendrier législatif adéquat, qui modifie les règles législatives et qui indique très précisément que ce n'est pas uniquement le critère de domiciliation qui va jouer, mais les critères de fonction. C'est-à-dire que si vous êtes président ou directeur général d'une grande entreprise française, moi je pense que le SBF 120 pourrait être un bon point de départ, le CAC 40 ça me paraît trop étroit, le SBF 120 ça me paraît mieux, devra payer ses impôts en France. La deuxième chose que nous mettrons dans cette loi, c'est un alourdissement des sanctions pour tous ceux qui ne respectent pas cette nouvelle règle, qui ne reposera donc plus simplement sur la domiciliation, mais qui reposera sur la fonction. Si vous êtes président ou directeur général d'une des sociétés qui sera définie dans la loi, moi je propose le SBF 120, vous devez payer vos impôts en France. Et nous alourdirons le régime de sanctions pour nous assurer que c'est respecté. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des règles de compliance, et je sais que toutes les entreprises y sont soumises et les respectent. Elles seront, et ce sera leur responsabilité, la responsabilité du conseil d'administration et de la gouvernance de l'entreprise, de s'assurer que ceux qui sont les mandataires sociaux de l'entreprise respecte bien cette règle législative. Vous voyez, c'est simple, c'est efficace, et ça permettra de garantir une chose qui est indispensable pour tous nos compatriotes. Les patrons des plus grandes entreprises françaises doivent payer leurs impôts en France. Une petite remarque sur le droit dans l'affaire Renault. Donc, Carlos Ghosn atterrit à Tokyo, est arrêté parce que Nissan se plaint de... pourrait nous dire plus précisément de quoi il se plaigne, mais enfin en tout cas il révèle un certain nombre de ce qui peut être appelé une forme de détournement de l'argent de l'entreprise. Mais aujourd'hui, Nissan est accusé aux États-Unis par la SEC, justement en vertu d'un certain nombre de règles boursières et de droits que vous évoquez, et pourrait être condamné. C'est un peu l'arroseur arrosé, si on pourrait dire. Qu'est-ce que ça vous, par rapport à ces grandes entreprises, est-ce que vous voulez faire changer le droit pour les PDG des groupes du SBF 120, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon finalement de tout cela? Alors je reviendrai à Renault et Nissan juste après. Je voudrais juste faire un tout petit détour sur la situation où nous sommes actuellement. Ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes n'est que la manifestation nationale d'un phénomène mondial qui touche toutes les démocraties occidentales. Mais chaque démocratie occidentale a sa manifestation particulière. Ce sera le Brexit en Grande-Bretagne, ça sera la montée de l'Alternative für Deutschland en Allemagne, première fois qu'un mouvement extrémiste de droite obtient des sièges en Allemagne depuis 1945. Ce sera l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Donc chaque peuple occidental a sa propre manifestation de ce bouleversement que nous connaissons, qui est un bouleversement de nos économies et un bouleversement de nos démocraties. Et ce qui est en jeu derrière, ne vous y trompez pas, c'est la survie des démocraties occidentales. C'est ça qui est en jeu. C'est notre croissance économique, nos emplois, mais aussi la survie de nos démocraties occidentales. Je vois que certains ne sont pas d'accord, mais je pense qu'il faut être bien naïf pour ne pas voir ce qui se passe aujourd'hui en Italie, en Allemagne, en France. Soit nous sommes capables d'avoir des démocraties qui donnent plus la parole au peuple, plus régulièrement, en les associant davantage aux décisions. Soit nous considérons qu'on peut ne rien changer
Et j'ai la certitude que les choses iront de mal en pis. Quand j'ai présenté le projet de loi sur Pacte, sur la croissance et la transformation des entreprises, j'ai pris 4 mois de discussion. J'ai ouvert un site internet. J'ai écouté les Français. Et si les choses se sont bien passées à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'on a écouté aussi les propositions des Français. Lorsqu'un texte est à l'Assemblée nationale en discussion, qu'est-ce qui nous interdit d'ouvrir un droit d'amendement aux citoyens s'ils veulent se saisir de ce texte et amender le texte? Alors, ils n'ont pas la même délégation de souveraineté qu'un député ou qu'un sénateur, et je crois à la démocratie représentative, mais s'ils arrivent à être 50 000, 100 000, à partir d'un certain seuil, qu'est-ce qui nous empêcherait de dire vous avez le droit de venir amender ce texte qui vous concerne directement, mais il y a des règles évidemment de représentativité. Je suis véritablement et profondément convaincu que nos démocraties doivent changer si nous ne voulons pas qu'elles soient balayées. Même chose pour le capitalisme. Je peux vous garantir, j'en discute avec nos amis banquiers, que si nous voulons que la finance redevienne acceptable pour une majorité de nos concitoyens, et la finance est essentielle au bon fonctionnement de l'économie, elle doit être verte. Les économies des Français qui sont placées dans les banques doivent financer des éoliennes plutôt que des mines à charbon. Et nos compatriotes, de plus en plus, vont avoir des exigences là-dessus pour savoir que leurs placements vont bien à la transition énergétique et à la lutte contre le réchauffement climatique. Ils accepteront plus de déposer leur argent dans une banque qui ne leur donne pas ces garanties-là. Et comme c'est le consommateur qui décide, ils choisiront. Entre une banque qui leur dira, voilà, moi je vous fais le compte-rendu exact de ce à quoi servent vos placements, ils vont au financement des énergies renouvelables. Et une banque qui croira qu'elle peut garder ces informations secrètes et ne pas être transparente sur la destination des placements des épargnants, ben, l'une réussira et l'autre échouera. Même chose sur le niveau des rémunérations. Si on ne fait pas la transparence, comme nous l'avons introduit dans le projet de loi, mais à un moment donné, ça deviendra insupportable pour nos compatriotes, et partout en Europe et partout dans le monde, ils résisteront. Si on n'associe pas davantage les salariés à la gouvernance de l'entreprise, mais d'abord, je pense que c'est une perte pour l'entreprise, parce qu'une entreprise, vous le savez mieux que personne, qui associe les salariés à son fonctionnement pour écouter ce qu'ils ont à dire, écouter leurs propositions, écouter leurs remarques, est une entreprise qui, en général, fonctionne mieux. C'est ça que j'appelle la redéfinition du capitalisme. Je reviens une seconde à la fiscalité. Si on continue à avoir une fiscalité qui est 14 points supérieure sur les entreprises qui ont le niveau de marge le plus faible, parce que c'est le cas aujourd'hui, et que celles qui ont des niveaux de marge absolument considérables échappent à l'impôt, mais demain je fais comment pour financer les écoles, les crèches, les hôpitaux, les routes, les ponts? Je fais comment? Je n'y arriverai pas. Donc refonder le capitalisme est une urgence absolue si nous voulons sortir de cette crise plus fort. Et j'ai toujours considéré que les crises étaient des moments où on pouvait se réinventer. Mais la mauvaise attitude quand il y a une crise, c'est de se crisper, de s'accrocher à l'ancien monde, désespérément, comme à des vieilles branches mortes qui seront ensuite balayées par les vents mauvais. La vraie force que vous donne une crise, c'est de vous projeter plus loin en avant. Je rejoins à Renault et Nissan dans les décisions que j'ai prises depuis maintenant une 50aine de jours. Et je crois que c'est encore plus vrai dans ces temps qui sont des temps de grande confusion. Il faut avoir des principes. Sinon, on fait n'importe quoi. Il y a un premier principe, c'est la présomption d'innocence. Il y a une présomption d'innocence pour Carlos Ghosn comme pour n'importe quel autre justiciable. Et je ne me suis jamais prononcé sur le fond de cette affaire parce que je ne suis pas juge, je suis ministre de l'économie et des finances. Il y a un deuxième principe, c'est que lorsque vous êtes actionnaire d'une boîte, vous exercez vos responsabilités. Nous sommes actionnaires de référence de Renault, donc nous avons une responsabilité. Je ne peux pas m'en laver les mains en disant « je vais attendre, je vais regarder, je vais voir ». Il y a un moment donné, quand le dirigeant est durablement empêché, c'est l'expression que j'ai toujours employée, bien la responsabilité de l'actionnaire, c'est de dire « moi je ne juge pas ». Il y a une présomption d'innocence, mais derrière, il y a des centaines de milliers d'emplois. Il y a une boîte qui est une des plus importantes au monde. Elle a besoin d'un patron. Donc, à un moment donné, j'ai estimé que Carlos Ghosn étant durablement empêché, il fallait trouver un nouveau président. Ensuite, oui, nous nous sommes impliqués dans le choix du président. Nous l'avons fait en respectant les droits du conseil d'administration. Bien entendu, c'est lui qui a décidé in fine.
Mais nous avons voulu, comme actionnaire de référence, un président qui, là aussi, réponde à un certain nombre de critères. Un, la connaissance du monde automobile, qui est ultra compétitif et qui est confronté à une mutation technologique qui est la plus importante depuis le début du XXe siècle. Voiture électrique, voiture autonome. Deux, un patron qui a une fibre sociale, parce que ça nous a paru important dans les temps actuels. Trois, un patron qui avait une très bonne connaissance de l'international, parce que il fallait ouvrir des discussions avec nos partenaires japonais avec lesquels nous voulons continuer à écrire l'histoire de l'Alliance. Le jeu Dominique Sénard me paraît remplir parfaitement ces trois critères. Mais, monsieur le ministre, est-ce que ce n'est pas, cette affaire Carlos Ghosn, quelle que soit la présomption d'innocence, le signe de la fin du PDG de droit divin? Est-ce qu'il ne faut pas, en termes de gouvernance, aboutir à une dissociation claire des fonctions pour qu'il y ait des contre-pouvoirs dans l'entreprise à, j'allais dire, ce qu'on peut appeler le syndrome du président jupitérien, mais n'y voyez aucune référence à... Alors, je ne reprendrai pas votre dernière expression pour des raisons évidentes, mais en revanche, oui, je partage votre appréciation. Je pense qu'il faudrait changer la loi de ce point de vue-là, alors, et interdire, obliger à ce qu'il y ait dissociation président-direction générale ou pour le moment, directoire. Je me comporte comme État actionnaire, et l'État actionnaire est clairement favorable à la séparation des fonctions de président et de directeur général. Parce que je crois qu'effectivement, ça permet d'avoir un équilibre des pouvoirs qui est plus sage pour l'entreprise. Nous l'avons fait pour Engie, ça a été fait pour Renault, et je pense que c'est la bonne décision. Petite question sur la politique industrielle. On a réussi à sauver, on peut l'espérer, Ascoval, mais l'usine Ford Blanquefort est en danger. Vous avez évoqué la nationalisation, la CGT ou Philippe Poutou, qui bien connu, qui est dans cette entreprise. On parle de réquisition parce qu'il y a eu beaucoup d'aides versées à Ford. Ford a quand même visiblement l'intention de quitter non seulement la France, mais même l'Europe. Pourtant, cette usine est assez moderne et pourrait être sauvée, du moins c'est ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous allez faire? On ne laisse pas tomber une usine qui a un outil de production en bon état. Et je vois parfois des remarques sur « Tiens, mais quelle mouche a piqué Bruno Le Maire, tout d'un coup, il veut nationaliser, il parle de nouveau capitalisme. » Mais c'est parce que les gens n'ont pas écouté avec suffisamment d'attention ce que j'ai dit, ou surtout n'ont pas vu ce que j'ai fait depuis près de 15 ans que je suis engagé dans la vie politique. Je crois à la compétitivité. Je pense que l'innovation et l'investissement sont la clé stratégique du succès français, et qu'il faut dégager le maximum de moyens pour l'investissement et pour l'innovation. Mais je considère que l'État a un rôle à jouer dans l'économie. Le rôle de l'État n'est pas de diriger les entreprises à la place de chefs d'entreprise qui le feraient beaucoup mieux. Le rôle de l'État n'est pas de gérer des boutiques de luxe ou des hôtels qui représentent 65% du chiffre d'affaires d'Aéroports de Paris, pour vous donner un exemple qui va faire l'objet d'un débat au Sénat. En revanche, l'État est là pour protéger les plus faibles, pour défendre l'ordre public économique. Les Français n'accepteraient pas que les grands patrons ne payent pas leurs impôts en France quand ils dirigent une grande entreprise française. Ça fait partie de l'ordre public économique. Et il est là pour rappeler que lorsqu'il y a un outil de production qui est neuf, qui a demandé beaucoup d'investissement, le gâcher en mettant la clé sous la porte, ça n'est pas responsable. Lorsqu'une papeterie dans ma circonscription était menacée il y a 10 ans, c'est juste pour rappeler la cohérence des positions que j'ai toujours tenues depuis des années et des années. C'était la papeterie Emeril à Alizay. Le propriétaire finlandais voulait mettre la clé sous la porte. J'y suis allé, j'ai rencontré les salariés et surtout je suis allé voir, parce que moi j'aime bien voir, je suis aussi Saint-Thomas comme les Français. Et j'ai vu un outil de production qui était quasi neuf. Et pour la papeterie, vous le savez tous, c'est des outils de production qui sont lourds et qui ont demandé des investissements considérables. Je dis, mais on va quand même pas fermer ça. Nous avons trouvé un repreneur, c'est le département qui a investi et ça ne m'a pas gêné du tout. Et j'étais à l'époque ministre de l'Agriculture, mais élu normand, je me suis investi à fond pour qu'il y ait une reprise. Et ça ne m'a absolument pas gêné que le département prenne une participation dans une entreprise privée, si ça permettait de faire la soudure avec un nouveau repreneur, bien entendu. Sur le cas d'Ascoval, même chose.
Ça aurait été beaucoup plus simple pour moi de rester dans mon bureau, de m'en laver les mains et de me dire après tout, l'acier, c'est fini en France, avec cette espèce de renoncement et de résignation qui à chaque fois me hérisse le poil. Parce que je considère que dans la vie, il faut se battre, et dans la vie économique, encore plus. Et vous le savez mieux que personne. Je suis allé sur place, qu'est-ce que j'ai vu? Des salariés qui adoraient leur outil de production. C'est pas que de l'économie, c'est de la culture. Et la désindustrialisation française, 1 million d'emplois perdus, 100 entreprises fermées chaque année, c'est le résultat du manque de courage des responsables politiques qui n'ont pas adapté la fiscalité aux besoins de l'industrie et qui se sont lavé les mains du sort des ouvriers. Mais quand on ferme des usines, vous ne perdez pas uniquement de la production, vous perdez une culture. Et pour avoir beaucoup, là encore, circulé partout en France, dans ces territoires de désindustrialisation, ce n'est pas uniquement de la richesse que vous perdez, c'est une culture. Et pour moi, il y a un lien direct entre le mouvement des Gilets jaunes et la désindustrialisation du pays. Parce qu'il y a eu une perte culturelle. Et parce que quand vous êtes ouvrier, vous avez une bonne rémunération, vous avez des perspectives de monter socialement dans l'usine ou dans le groupe. Et c'est tout ça que vous perdez quand vous acceptez la désindustrialisation. C'est pour ça que la reconquête industrielle, à mes yeux, c'est absolument décisif pour la France. Notre culture, c'est avoir une agriculture puissante, une industrie puissante et des services puissants. Mais on ne renonce pas à un des 3 éléments qui font la force de l'économie française. Je reviens juste à Alizay et à Ascoval. Ascoval, j'ai vu une usine avec des salariés viscéralement attachés à l'outil de production et avec un outil de production qui avait 7 ans. 7 ans. Mais dans l'acierie, 7 ans, c'est comme si vous aviez une voiture neuve. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on ferme ça? Donc nous avons trouvé un repreneur et nous y sommes arrivés parce que nous nous y sommes tous mis, que l'État s'y est mis et que les élus locaux, je rends hommage à Xavier Bertrand, ont joué le jeu. Et j'en tire une leçon toute simple, c'est quand on se met tous autour de la table, qu'on arrête les postures politiciennes à faire des déclarations en direct pour essayer d'être populaire, mais qu'on travaille, qu'on se met autour de la table et qu'on cherche des solutions, quelles que soient les appartenances politiques, on y arrive. Autour de la table, il y avait le représentant de la CGT, il y avait le patron, les Républicains des Hauts-de-France, il y avait le ministre de l'économie et des finances de la majorité, il y avait des industriels, on a trouvé une solution. Sur Blanquefort, là aussi l'outil de production est en bon état. Il ne s'agit pas de nationaliser la boîte. L'État n'a pas vocation à fabriquer des boîtes de vitesse, je vous rassure, je ne suis pas tombé sur la tête. Simplement, Ford veut partir. Ils veulent partir de France, mais ils veulent partir de toute l'Europe. Ils vont fermer aussi des sites en Sarre où il y a des centaines d'emplois qui sont concernés. Il y a un repreneur. Le repreneur s'appelle Punch. À lui de nous apporter maintenant la preuve que son carnet de commande est suffisamment rempli pour faire tourner l'entreprise. C'est là que ça sert d'être actionnaire de Renault. Oui, enfin, je ne suis pas sûr que Renault soit forcément intéressé. Enfin, nous sommes en discussion avec les industriels automobiles, mais il faut que le carnet de commande de Punch soit rempli. Les salariés, et là aussi je rends hommage à leur sens des responsabilités. Enfin, M. Poutou, ancien candidat à l'élection présidentielle, qui a toujours défendu des positions assez musclées, il a convaincu ses camarades d'avoir moins de RTT, d'avoir des salaires qui soient gelés pendant un certain temps, pour sauver l'entreprise. Il a préféré un emploi à un chèque. C'est courageux, et je lui rends hommage. Parce que je pense que c'est vital de laisser ouverts les sites industriels. Ensuite, nous avons quelques jours pour voir si cette offre de reprise fonctionne. Là, la responsabilité maintenant, elle est entre les mains du repreneur. À lui de trouver les commandes nécessaires. Ça, c'est pas le rôle de l'État. C'est Punch qui doit trouver les commandes nécessaires. Mais si jamais les commandes sont au rendez-vous, que l'offre est solide, dans ce cas de figure-là et uniquement, moi, ça me dérange pas du tout que l'État rachète temporairement le site pour dégager Ford de ses responsabilités, qu'il puisse partir dans de bonnes conditions, et que ensuite Punch reprenne l'entreprise. Mais je vous rassure, je n'ai jamais eu l'idée que l'État devienne producteur de boîtes de vitesse. Il s'agit juste de faire la jonction et d'assurer la transition, si c'est possible et si c'est nécessaire. Tant qu'on est un peu dans l'automobile, et vous l'avez beaucoup évoqué, mais c'est vrai que c'est un secteur qui connaît beaucoup de changements, moi je me pose la question, qui va porter
quelle structure, quelle entreprise, comment est-ce qu'on peut organiser ce fameux Airbus des batteries électriques entre la France, l'Allemagne, peut-être quelques autres. L'Espagne est intéressée, j'ai vu. On n'en est qu'au début, bien sûr, parce qu'il y a à la fois de l'innovation, mais à un moment donné, il faudra des entreprises. Ça sera des équipementiers, comment on va faire? Alors d'abord, pourquoi c'est nécessaire et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire seul? Pourquoi c'est nécessaire? Pour une raison qui est très simple, c'est que le prix de la batterie, c'est aujourd'hui un tiers du prix de la voiture électrique, et demain, ça peut être la moitié. Donc si vous laissez tomber, et je m'adresse à des entrepreneurs qui savent ce que c'est qu'un carnet de commandes, une marge, un EBITDA, et ainsi de suite. Si vous laissez tomber la moitié de la valeur du produit, et que vous le laissez à vos fournisseurs, en l'espèce chinois ou coréens, je ne vois pas comment vous garantissez l'avenir de l'industrie automobile en Europe. Donc chacun a pris conscience de ça. Et si je complète encore un peu, demain, 70%, vous entendez bien, 70% de la valeur d'un véhicule qui roule sur autoroute, sur route ou dans les rues de la capitale, ce sera les batteries, le système de guidage, full stop. Tout le reste, c'est à peine 30% de la valeur. Donc l'Europe, elle doit se poser une question. Est-ce que nous produisons 30% de la valeur des voitures ou est-ce qu'on en produit 60, 70 ou 80%? Voilà la seule question. Et derrière, c'est les usines, c'est les emplois, c'est les ouvriers, c'est le travail. C'est ça la question que nous avons à nous poser. Ça suppose des investissements, je reviens à mon point crucial, 10 fois plus importants dans l'innovation et dans les nouvelles technologies. Parce que sinon, nous n'aurons pas d'autre choix que d'importer de l'étranger des technologies dont nous ne maîtriserons plus la fabrication. Alors, on me dit sur les batteries, on a pris du retard. C'est vrai. Est-ce que c'est foutu? Non. Je pense qu'on peut rattraper notre retard, faire des batteries ion lithium liquide, qui ne seront pas compétitives, je le reconnais bien volontiers, mais qui nous permettront de maîtriser les technologies pour avoir accès ensuite au solide. Et là, sur le solide, d'ici 3-4 ans, vers 2022-2023, peut-être un peu plus tard, 2024-2025, l'Europe aura sa propre fourniture de batteries. Troisième chose sur laquelle je veux insister, c'est que ce n'est pas le ministre de l'économie français, le ministre de l'économie allemand, qui tout d'un coup, dans une espèce de planification type soviétique, on dit on va faire une filière batterie. Non, c'est les industriels qui sont venus nous voir. D'abord les industriels de l'automobile, qui nous ont dit attendez, nous, on est un peu inquiets de dépendre autant que ça de fournisseurs étrangers pour des éléments critiques de la voiture. Ensuite, c'est des industriels de l'énergie. Je pense en particulier à Total, et je rends hommage au président de Total, Patrick Pouyanné, qui est un grand président de Total, et un grand chef d'entreprise, très visionnaire, qui a dit les batteries, il faut se mettre dessus. Il a racheté Saft. Donc il a racheté la production, et il s'est dit on va faire quelque chose avec Saft pour produire des batteries. Il a trouvé un industriel automobile français pour le déboucher, parce que si vous n'avez pas de débouché, ça ne sert à rien de créer des batteries. Il faut qu'il y ait une intégration de la valeur pour que ça vaille le coup. Je ne peux pas citer cet industriel automobile, mais il y a un industriel automobile français. Il a aussi trouvé un industriel automobile allemand qui serait intéressé. Là aussi, je ne peux pas donner le nom, mais ça veut dire qu'il y a un débouché en France et il y a un débouché en Allemagne. Il y a d'autres producteurs énergétiques allemands qui pourraient être intéressés. Nous avons, avec Peter Altmaier, c'est le rôle des puissances publiques, rassembler tous ces éléments. Nous nous retrouverons d'ici quelques semaines à Berlin pour voir comment est-ce qu'on met tous ces bouts ensemble, où est-ce qu'on commence la construction, quel soutien de l'Union européenne on peut avoir, avec un objectif, créer d'ici quelques mois une filière de batteries électriques européennes, souveraine et indépendante. Là, quand on voit ce qui se passe avec Siemens et Alstom, est-ce qu'il ne faut pas être un peu inquiet sur la réelle volonté, non pas des ministres, mais de l'Union européenne, de créer des géants face aux géants auxquels on fait face? Siemens, Alstom, donc est-ce que vous êtes encore confiant sur un accord avec l'Union européenne? Et pareil, on parlait de filière batterie, mais si c'est pour avoir trois ou quatre concurrents européens qui se battent entre eux, c'est un peu la même chose. Le sujet, c'est un marché mondial. Je suis lucide sur ce que sera la décision de la Commission européenne sur Alstom Siemens. C'est foutu. Je suis lucide. Ça fait des semaines. C'est mon rôle aussi, de voir la réalité en face. Il n'y a pas de langue de bois, donc voilà. Non, mais il n'y a pas de langue de bois. Moi, mon rôle est de voir la réalité en face, pour pouvoir justement la changer au service de nos compatriotes et au service de la France. Donc je suis lucide sur ce que sera la décision de la Commission européenne. J'en tire une conclusion.
il faut changer le droit de la concurrence européenne. Parce que le droit de la concurrence européenne, il a été défini au XXe siècle et ne nous permet pas d'affronter les défis du XXIe siècle. Voilà la simple réalité. Nous allons, sur Alstom Siemens, prendre des décisions guidées par des règles européennes qui ont été définies au moment où, dans le domaine ferroviaire, n'existait aucun champion de la taille de CRRC en Chine. Mais je rappelle juste les chiffres parce qu'ils sont sans appel. Il y a 15 ans, ça n'existait pas, CRRC. Les règles européennes existaient, mais CRRC n'existait pas. Aujourd'hui, les règles européennes n'ont toujours pas changé, c'est les mêmes. Mais CRRC a émergé, c'est le champion mondial du ferroviaire. Son niveau de chiffre d'affaires est le double, vous entendez bien, le double d'Alstom et de Siemens réunis. Ils ont 29 000 km de lignes à grande vitesse ou très grande vitesse comme marché intérieur en Chine. Nous en avons 9 000 sur toute l'Europe. Ils construisent 200 trains à grande vitesse chaque année. Alstom et Siemens en construisent 35. CRRC a gagné tous les appels d'offres aux États-Unis au cours de l'année 2016. Et nous allons nous expliquer que malgré cela, Alstom Siemens est trop gros et menace la concurrence. Eh bien, je pense que c'est une erreur économique et une faute politique.